Salut, aujourd'hui on va parler de cylindre piston mal aussi pour 103, donc c'est un MVL Vogue phase 2, enfin c'est un Vogue phase 2 que j'ai transformé en MVL, donc c'est la mienne à moi personnelle, celle avec laquelle je roule tous les jours, hein. C'est pas une mobilette d'un pote, c'est pas celle qui me sert à la merguez que je passe au banc ou quoi que ce soit, c'est vraiment celle avec laquelle je roule tous les jours. Donc on va voir un peu le moteur qui est dessus. Ça va faire grosso merdo 4 ans, même 5 ans presque qu'il est plugué sur la mobilette, ce moteur-là. J'ai changé le cylindre piston une fois parce que j'ai serré un RCL T6 suite à un claquage de joint de culasse. Et j'ai monté RCL Fox dessus. Et en grosso merdo, j'ai fait une estimation, mais il a 20 000 bornes bien tassées. Alors j'ai pas de compteur de vitesse là-dessus. Au banc, ce moteur-là, il a sorti 6 chevaux. Et en vitesse de pointe, il prend 83-84 km/h, un truc comme ça, il prend. Donc entre 6-7 chevaux, quand il était pas très en pleine forme, et 83 km/h au banc. Donc, d'après l'estimation que j'ai fait dessus, il y a un compteur d'heures. Donc, entre le compteur d'heures et le nombre de pleins que je fais par mois, sachant à peu près le nombre de kilomètres que je fais par plein, j'en ai déduit que les 20 000 bornes, il les avait passés. Donc, là, ce qui se passe, c'est que le cylindre piston Air Fox qui est dessus, bah, franchement, il commence à en avoir marre, hein. À froid, il marche très bien, mais dès que le cylindre piston commence à être chaud, moi, je suis à proximité, enfin, je fais de la ville et de la campagne, vu que je suis en entrée de ville. Et bah, quand je dois décoller à un feu en pleine côte, voilà, ça commence à devenir l'enfer. Le cylindre piston, il arrive en bout de course. Là, je vois bien. Si ça se trouve, je change juste le piston segment et le machin, il repart comme à l'an 40. Mais ça, on va le démonter. On va voir comment ça vieillit. Un simple cylindre piston empilé comme ça à la zeb, hein, clairement. Et on va voir un peu ce que ça a donné. Donc, je vais le remplacer par un cylindre piston molle six fonte. Alors, à la base, moi, je voulais remettre exactement le même cylindre piston. Comme ça, j'avais rien à calculer. Mais le petit concessionnaire du coin, il m'a dit qu'il l'avait pas. Enfin, son fournisseur l'avait pas en stock là. Par contre, il avait ça en stock, donc il m'a fourni ça. Voilà, 150 balles, je crois, de mémoire, donc c'est quand même pas donné pour un fonte, hein. Moi, à l'époque, je l'ai payé 100 balles, donc voilà. Bon, on va voir. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui vont râler parce que ma façon de faire ne va pas leur plaire parce que je vais pas faire l'alignement, je vais pas défoncer des carters qui sont quand même relativement très propres. Donc je vais pas aller faire l'alignement en bas, etc., etc. Mais il va y avoir du boulon, il va y avoir de l'usinage, il va y avoir quand même pas mal de choses. Je sais aussi que ce truc-là, il va être monté avec mon Carbut 15 et Sacha Venturisé. Je rappelle que les Venturis, vous pouvez les retrouver sur mon shop eBay. Je vous mets le lien en description. Et oui, je me fais de l'autopub. Mais au moins, je rajoute pas la pub des autres. Donc voilà, donc on va monter ça. Le Carbut 15 et Sacha, je sais qu'il y en a qui disent que ça fait serrer ces cylindres-là. Alors moi, j'en ai déjà serré un. C'était absolument pas à cause du carburateur. C'était à cause d'une prise d'air au niveau du joint spi. Problème de ces trucs-là, c'est que ça chauffe. Donc moi, j'ai racheté un capteur de température qui se fout sur la bougie parce que le mien, ben, il a l'âge de ce cylindre piston là et clairement, il arrive au bout, il commence à m'afficher des valeurs aléatoires. Je l'ai réparé une fois, mais même réparé, les valeurs, elles sont complètement éclatées au sol. Un coup, il m'affiche 100 degrés, un coup 280. Enfin bref, c'est complètement incohérent. Donc je suis obligé de naviguer au doigt mouillé comme ça pour voir à peu près la température du cylindre, ce qui n'est pas idéal, surtout avec un fonte. Donc, on va le monter. Moi, je vais faire une petite prise des diagrammes et on va essayer d'ajuster un peu tout ça. Alors, je vais pas faire d'optimisation de queue de cerise. On va juste le monter de façon à ce qu'il soit fiable et qu'il tienne à peu près au moins autant de kilomètres que l'autre. En vérité, je sais très bien que ces fontes-là, dès qu'ils prennent un coup de chaud, ils coincent. Donc, il tiendra certainement pas aussi longtemps que mon petit Aircel Fox. Et en plus, il coûte plus cher, mais par contre, il a un petit peu plus de puissance. Et je sais pas, on le passera peut-être au banc, ou peut-être pas dans cette vidéo-là, mais moi, en tout cas, personnellement, j'irai le passer au banc pour voir un peu ce que ça sort, ces petites bêtes-là, à config identique avec ce que j'ai là. Bon, allez, trêve de clavardage. Moi, je passe au démontage du merdier. Allez, c'est parti. Bon, alors, je vais faire un petit tour du propriétaire de ce moteur-là. Donc, il était équipé de son petit carburateur SHA Venturisé. Donc ça, c'est le tout premier Venturi prototype que j'avais fait en PLA+, à l'époque. Il était très moche, très mal imprimé et tout. Mais en fait, j'ai jamais voulu le changer parce qu'il marche tellement bien, en fait, ce truc-là, que même le premier proto, j'ai pas eu envie de le changer, en fait. Franchement, il marche tellement bien, le truc. Donc voilà, c'était le tout premier, tout dégueulasse. J-Cloud 88 à l'intérieur. Donc voilà, ça fonctionne. Pour ce que c'est faire, ça fonctionne. Alors, le moteur en lui-même.
Carter moteur Polini, petit modèle. Euh, à savoir, sur les Vogue phase 2, je l'ai déjà dit, mais sur les Vogue phase 2, même les phases 1, enfin surtout les phases 2, on va dire, parce que c'est un peu plus facile, on peut y mettre les pattes moteurs de MVL. Parce que sinon, avec les Carter Polini, petits ou enfin les petits modèles ou les gros qui ont été retaillés, on est obligé de couper la patte moteur, sinon ça passe pas. Voilà, ça, c'est une astuce, elle est plug and play. Et après, en bas, pour garder le ressort du MVL Vogue phase 2, bah, tout simplement, j'ai coupé la patte d'origine, là, voilà, hop, et je l'ai réadapté par-dessus. Alors ça monte un peu en force, mais bon, moi ça fait des années que c'est comme ça, et ça n'a pas bougé. Ça, le fer plat là, ça c'est ma patte de lanceur. Donc à la place des biellettes, moi je mets ça, c'est un bout de fer plat. Je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Alors, ça bouge, ça fait un bruit de ferraille, c'est l'enfer, mais c'est indestructible. Clairement, c'est indestructible. Ce truc-là, je l'ai depuis le début que j'ai remonté ce moteur-là. Alors, de temps en temps, il faut penser à resserrer un peu les boulons parce que ça prend du jeu. Mais grosso merdo, à chaque entretien, je le resserre d'un quart de tour et le truc, il roule. Voilà. C'est vraiment, c'est con, ça fait du bruit et tout, mais ça, c'est increvable. En plus, c'est bien parce qu'on peut se faire plein de réglages à la con dessus en fonction de la courroie. Et voilà, l'allumage d'origine calé à la clavette, je me suis pas fait chier. L'embrayage et tout le variateur, c'est tout le système d'origine. J'ai juste enlevé les poids pour remettre des poids un petit peu plus légers, ce qui en soi est complètement normal. Et voilà. Et la courroie, alors là, la courroie, elle par contre, elle est là depuis quasiment le début du moteur. Donc ça, c'est une courroie en 13 par 900, moi, que je monte là-dessus. C'est vraiment la limite, hein. On peut pas monter une courroie qui a 1 cm de plus. Et là, elle est à... Voilà, elle arrive à 11 mm de large au lieu de faire 13. Alors déjà, ces courroies-là, neuves, donc je les achète chez AD. Des 13 par 900, je les achète chez AD. Et déjà, quand elles sont neuves, elles font pas tout à fait 13 mm. L'idéal, ce serait qu'elles fassent 13,2. Et déjà, quand on les achète, elles font 12,8. Donc bon, bah là, elle est plus que poncée, hein. Là, elle est à 11 mm. Donc là, elle est complètement secouée, la courroie. Je vais être bon pour la changer. Mais bon, elle a fait quasiment 20 000 bornes, voire même elle les a bien tapées, hein, comme le moteur, hein. Donc je sais pas si je l'ai changé entre temps, mais franchement de mémoire, je crois qu'elle date de ce moteur-là. Donc voilà, c'est comme quoi ça tient. Voilà, ça tient. Quand on met pas des courroies bandées à mort là, et qu'on laisse un peu de mou, qu'on accepte le fait que le variateur patine un peu et qu'on tienne le patinage avec la patte de lanceur, bah les courroies elles tiennent. Hein. C'est pas des courroies qui se retournent toutes seules. Et comme elle est assez longue celle-là, pour que ça aille la retourner, faut quand même y aller quoi. Bon, alors, au niveau de la config, bah, au moteur, on va le démonter tout de suite, hein. C'est un piston Ersal Fox, comme je l'ai dit, et tout simplement culasse Transval. Donc ça avait été empilé à l'époque par moi, hein. En quille à la sauvage, alors j'avais quand même relevé les diagrammes et le rapport volumétrique. De mémoire, le rapport volumétrique, il est à 9 là-dessus. Et les diagrammes, je sais plus, il faudrait que je regarde dans mes notes, parce que j'avais pris des notes. Mais il n'y a eu aucun coup de Dremel dedans. Bon, on va démonter ça tout de suite, hein. Je vais le faire directement en live. Face à vous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret à voir. Donc déjà, je vais y virer sa petite patte de lanceur. Parce que là, moi, sur l'établi, elle va juste m'embêter. Alors, je ne vais pas démonter les carters moteurs, hein, ça va rester comme ça. Ça fuit pas, c'est des joints Spiviton que j'avais montés. Les roulements, ils font pas un pet de bruit, rien du tout. Des roulements de carter moteur comme ça, sur des petits moteurs qui développent pas beaucoup de puissance, c'est des trucs... Ça peut tenir facile le double de ce que j'ai emmanché dans la gueule. Donc, pour moi, ça va rester comme ça. Les clapets, je les ai déjà démontés entre temps. Ils étaient dans un état très très correct. Je ne vais pas dire neuf, ils commencent à bailler légèrement. Mais franchement, vu le nombre de kilomètres qu'ils ont pris dans la gueule, ils sont vraiment d'une propreté rare. Donc, on va regarder un peu l'intérieur du cylindre piston. Et puis, on va voir un peu. Là, en live, hein, je vais le découvrir en même temps que vous. Hein. Je veux dire, là, j'invente rien. En plus, là, vous le savez pas, mais on est lundi. Et comme un con, là, le moteur, là, vous le sentez pas, mais il est chaud. Parce qu'en début de vidéo, je me suis aperçu, avec le cylindre piston, j'ai oublié d'acheter la cage aiguille. Donc là, le moteur, il est chaud, parce que je suis allé chez le petit concessionnaire du coin. Pour aller acheter la cage aiguille qui me manque. Et évidemment, bah oui, on est lundi, je suis con, j'y ai pas pensé, mais c'est fermé le lundi, les petits concessionnaires. Donc là, je viens juste d'aller faire un tour avec, et il fonctionne encore vraiment pas trop mal. Hein. Moi, j'ai pas noté de trucs. De toute façon, je roule tous les jours avec, donc si j'avais noté quelque chose depuis le temps, je l'aurais eu. Mais là, vraiment, c'est pour dire que je l'ai pas démonté avant, quoi. J'ai roulé avec, là, je viens de rouler avec, il est encore tiède, donc voilà. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, le joint de culasse n'a pas bougé. Le piston, il serait même presque encore propre.
Ah, c'est un joint de culasse d'occasion. Ah si, le piston il commence. Ah si, sur les côtés. Ah bah voilà pourquoi le truc il commence à faiblir. Donc ça c'est un joint de culasse d'occasion que j'avais monté dessus. Vous vous rendez compte? C'est un joint de culasse d'occasion avec son petit cerclage en acier. Alors je sais, ça se voit pas très bien à la caméra parce que celle-là elle est pourrie. Faudra que je pense à changer de caméra parce que celle-là, franchement, elle a des reflets de merde. Mais c'est ceux avec le petit cerclage en acier. Alors le cylindre piston en lui-même, je vais y foutre un petit coup de papier dedans, histoire d'enlever un peu le surplus de gras. Mais franchement, pour un truc à ce nombre de kilomètres là, c'est pas déconnant. Hein. Et regardez, ça c'est les joints d'embase que je faisais à l'époque. Alors là, vous le voyez peut-être mal à la caméra. C'est encore des joints d'embase en briques de lait. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore de découpe laser ou quoi. Et donc je faisais mes joints à la sauvage dans la brique de lait, hein, comme je le fais depuis que j'ai 14 ans. Et ça fonctionne pas trop mal. Surtout, ça coûte que dalle et au moins c'est du sur-mesure. Alors ça prend un petit peu de temps, mais le dimanche ou le lundi, les concessionnaires sont pas ouverts. Et là, on a son joint tout de suite. Voilà, on monte un moteur le dimanche, même si c'est de la brique de lait, on l'a. Ça marche aussi avec du Bristol. Et bah le cylindre, il est nickel. Franchement, le cylindre, il est. Alors, je sais pas, je sais plus. À chaque fois avec cette caméra-là, j'ai du mal à arriver à les faire voir les cylindres. Franchement, alors je sais que ça se voit vraiment, vraiment mal. Alors là, vous voyez des grosses ombrures marron, mais en vrai, clairement, la caméra, elle exagère un peu. Je vais voir avec, voilà, en y mettant un peu de lumière dedans, peut-être que ça va l'aider. Ah non, la caméra, elle fait, la caméra, elle est vraiment chiante pour ça. Là. Mais là, vous voyez, on voit quasiment encore les traces d'usinage dans le cylindre. Donc c'est vraiment, franchement, c'est c'est très dur à faire voir. Hein. De toute façon, tous ceux qui essayent de faire voir des cylindres de la caméra savent à quel point c'est chiant. Mais clairement, le cylindre, franchement, là, un piston neuf, il repart, le machin. Là, c'est sûr et certain, il repart. Je vais couper les notifs parce que ça commence à être chiant. Tac, voilà. Mais clairement, là, le cylindre, franchement, il est dans un état, par rapport au nombre de kilomètres qu'il a, franchement, il est vraiment nickel. Et j'y en mets dans la gueule tous les jours, hein, à froid, à fond dedans. Franchement, je l'ai très très maltraité, hein, très 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 maltraité. Et puis bah son joint d'embase en brique de lait, bah, qui se décompose, hein, évidemment, faut pas se mentir quand même. Mais comme quoi, les joints d'embase en brique de lait, hein, voilà, hein, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Bon, maintenant, dans les joints, je fais un peu mieux, hein, faut pas se mentir. Bon, par contre, le piston, clairement, la segmentation, elle a dégagé. Euh, Là, la segmentation, elle a dégagé. Donc, je vais enlever le circlips là devant vous. Alors, soit le piston, il a tellement pris de borne dans la gueule que sa cote, il hors cote tout simplement et il laisse tout passer tout autour. Ce qui serait pas étonnant. Soit la segmentation est morte, soit les deux. Moi, pour moi, là, il y a les deux. Là, pour moi, il y a les deux. Alors, est-ce que l'axe piston va bien sortir tout seul ou pas? Eh, eh, franchement, pour un truc qui a autant de kilomètres, hein? Franchement, il y a des moteurs, dès qu'ils ont chauffé, le piston, il s'ovalise sur l'axe et c'est vachement plus la merde que ça. Alors après, je roule la Hippone Safewell. Alors la Safewell Hippone, là, c'est pas ouf non plus. Hein. Elle est réputée pour encrasser les moteurs. Après, le problème aussi, ça encrasse parce que bah déjà, il y a leurs additifs d'odeur de fraise à la con, là. Et donc forcément, ça peut que encrasser les moteurs. Et il y a un autre truc aussi, c'est que bah, souvent les gens, ils en mettent trop, et même moi, c'est le cas. Quand c'est marqué 2%, on est censé rouler à 2%. Moi, je roule avec un petit peu plus de 2% et je rajoute du substitut de plomb, et ça, je l'ai dit maintes et maintes fois. Alors, c'est purement psychologique, hein, le substitut de plomb. Hein. Je suis sûr, en vrai, dans le moteur, ça y fait rien du tout, mais bon. On va dire que au mieux, ça sert à rien, au pire, ça peut pas y faire de mal. Donc, bah voilà, et étonnamment, le piston, là, juste avec un simple coup de sopalin, là, il est pas. Le dessus était pas déconnant. Par contre, ouais, voilà. Là, le tour, là c'est clair et net. Donc là, la compression, elle passe à travers. Là, c'est sûr et certain, la compression, elle passe à travers.
et c'est ça qui a noirci tout le piston. Là, c'est ok, mon huile, elle est pas top, ça je suis d'accord, c'est pas la meilleure huile du monde, hein, de la Motul 800, ce serait 1000 fois mieux que ça. Mais donc là, je roule en gros à 2,5% à peu près, 2,5%. Donc j'en mets un petit peu plus. Ça se trouve, je mettrais 1,5%, ça se trouve, pour des petits moteurs comme ça suffirait, hein. Donc voilà, c'est un peu chiant à faire voir, je sais, c'est bourré de reflets. Ouais, là, ici, on voit clairement que le machin, il a noirci. Ah, je vais me rapprocher de la caméra. Là, on voit clairement que le machin, il a pris. Bah ouais, forcément, il y a le néon au-dessus, alors. Donc voilà, clairement, franchement, moi, je vais le mesurer, les jeux cylindre piston hors cam, pour éviter que la vidéo, déjà que là, elle va être imbuvable tellement elle va être longue. Donc moi, ça, je vais faire ça hors cam, mais clairement, pour moi, là, je suis sûr, je me remets un piston segment Fox 9 dans le cylindre de case, et le machin, il repart. J'y refais vivre autant de kilomètres. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Ce sera sûrement pour dépanner un mobber qui viendra chez moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui doit m'amener un moteur à refaire. Donc, qui cherchait un cylindre piston pas cher. Donc je pense que ça, c'est le genre de truc. Voilà. Et, au final, le cylindre, je vais y donner. Il aura juste à se racheter un piston. J'y ferai le montage et voilà. Alors, à l'intérieur du bas moteur, comment ça se présente? Ah, c'est gras, c'est noir, hein. Ah, c'est... Ah, bah surtout côté échappement. Là, on a l'impression que... c'est chiant à faire voir ces trucs-là. Ouais, forcément, puis il y a la bielle en plus devant. Là, on voit bien que c'est bien tout noir, dégueulasse. Ça fait très huile de vidange. Bah, bien évidemment, au niveau de l'échappement, vu que c'est là que ça... C'est un cylindre évacue plus. Bon, voyons voir. Ah, c'est bien... Ah, c'est bien l'iPhone, hein. C'est beau l'iPhone, hein. Ouais, ça va. Un coup de chiffon, ça s'enlève. Voilà. Un simple coup de chiffon, ça s'enlève. Donc, c'est juste un gras... un gras qui est arrivé là dégueulasse avec tous les imbrûlés de la combustion qui est arrivé là dû au fait que bah, déjà je roule un peu riche et au fait que le piston il fuit comme un panier percé. Et puis bah, la culasse, hein, une simple transval non modifiée. Donc c'est vraiment un moteur qui a été assemblé comme ça plug and play. Ah, j'ai les rondelles qui tombent. Donc c'est vraiment un moteur qui a été assemblé comme ça plug and play. L'avantage avec les cylindres piston Ersal Fox là et ces carters moteurs là, c'est que vous avez rien à appairer. C'est le truc. Ah, regardez les carters, regardez le cylindre piston. Si vous voulez des joints d'embase pour ces cylindres-là, c'est pareil. Checkez ma boutique eBay qui est dans la description et vous allez retrouver les joints d'embase pour ces cylindres-là. Et en fait, il y a quasiment, en gros, enfin, on pourrait appairer, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Grosso merdo, l'embase c'est la même. L'embase du Ersal Fox, c'est une embase Poligny. Donc ça, c'est bien parce que si vraiment vous voulez vous remonter des configs pas excessivement chers et qui marchent bien et surtout qui soient fiables, ça, voilà, j'avais opté pour ça à l'époque parce que c'est pas chiant, c'est fiable, c'est quasi plug and play. Moi, j'ai juste rajouté des cylindres blocs sur le cadre. Je sais pas si vous l'avez vu dans l'accéléré de la vidéo, qui était pas très bien soudé d'ailleurs à l'époque parce que moi en soudure, je suis une grosse quiche. Mais bon, ça fait quand même des années que c'est dessus et ça tient. Et ça fait des configs super fiables. Alors moi, je vais pas, comme mes carters, je vais pas les redémonter ou quoi. Je vais pas m'amuser à aller aligner les transferts, sachant que le cylindre de fonte, je sais pas combien de temps il va tenir dessus, et que de toute façon, premier serrage ou première couille avec le cylindre de fonte, je rachèterai un Ersal Fox 9 et je leur pluggerai dessus. Parce que franchement, cette config moteur là, avec un pauvre carbu de 15, avec le plein, donc ça fait 4 litres et demi, 5 litres, le plein, on va dire 5 litres avec la réserve. Grosso merdo, vous faites 150 km avec en race campagne. Je veux dire, ça consomme rien, ça marche bien, ça sort 6-7 chevaux au banc, ça fait la ville, ça fait la campagne, ça fait le café, quoi. Donc voilà. Et puis franchement, c'est plug and play, quoi. On arrive, on prend la culasse, on prend les joints, on les empile comme ça, il n'y a rien à faire. Au pire, vous faites juste votre jeu à la coupe. Toutes les tolérances sont suffisamment larges pour pas que ça pose problème au niveau du rapport volumétrique. Donc voilà, et ça, c'est vraiment des configs à pas cher. En plus, je crois qu'il existe des refabrications de ces carters-là en Made in Turkey. Alors, ah, pareil, au niveau de la boîte à clapper, tout, ils sont moins bien faits. Mais clairement, ça vous fait des configs. C'est pas des configs à 2000 balles, je veux dire. Ça, les carters moteurs, ça doit être, je vais dire une connerie, mais genre 150 euros. 150 euros le carter moteur, 70 balles le cylindre. Le vilebrequin, moi, c'est une occasion d'époque que j'ai acheté, que j'ai même pas recentré, hein. Donc, il faudrait que je le contrôle. Et voilà, et au final, le tout, ça fait une config à 500 balles et le moteur, il tient 20 000 bornes, quoi. Et là, il va reprendre un sien de piston dans la gueule et il tiendra toujours.
Bon, voilà, là on a fait le tour de la config qui était dessus, comme quoi ça tient, comme quoi c'est fiable. Ersal, moi j'aime pas du tout cette marque de cylindre. Il y a plein de cylindres à eux qui sont vraiment aux fraises, qui sont complètement pétés. Euh, Après, c'est bien pour s'entraîner à jouer du Dremel, il n'y a pas à chier. Mais par contre, le Ersal Fox, franchement, le Ersal Fox, celui-là, c'est un cylindre que j'affectionne vraiment. En 50 cc, le machin, tu le montes, il marche, ça marche quasiment comme un bidalo, franchement, ça coûte 3 fois moins cher, la qualité, elle est nickel. Franchement, j'ai rien à redire sur ce cylindre-là. Bon, moi je fais un petit peu de proprage de mon côté. Je vois un peu comment ça va se goupiller avec l'autre cylindre piston. Relever les diagrammes, machin, nani, nana. Un peu d'usinage pour la culasse, parce que la culasse, va falloir que je la passe en 70 cc. Et voir un peu comment ça va se goupiller avec l'autre cylindre piston. Alors, je voudrais rajouter un petit détail sur ce que je viens de dire. J'ai dit que j'aimais pas les cylindres air sale. Je précise bien pour mobilette. Pour les scouts, les machins comme ça, ils font des très bons trucs. Pour mobilette, franchement, même le Ersal T6 70 cc, il est daubé le machin. Si tu joues pas du Dremel et du renvoi d'angle à l'intérieur, le machin il est daubé. T'as tout en coupe, c'est un tracteur, ça prend pas de tours. C'est pas qu'il est mauvais, mais on peut pas dire que c'est un bon cylindre. En plus, le noyau il est décalé, tout. Le piston il tape au joint. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Là, le Ersal Fox il est pas mal. Je voudrais rajouter une petite précision. Sur le Ersal Fox, euh, le trou du décompresseur, si comme moi, vous avez une mobilette qui démarre à la poussette, c'est quand même bien de l'avoir. Faut le percer. Parce que bah, les Fox, forcément, ils démarrent au kick ou au démarreur, donc ils ont pas de. Il n'y a pas le perçage. Donc ça, faut le faire faire. Soit vous le faites vous à la perceuse à colonne, soit vous n'avez pas de perceuse à colonne et faites-le faire par quelqu'un qui a une perceuse à colonne. Si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a une perceuse à colonne, passez-lui le cylindre, il va le faire, ça va lui prendre 2 minutes. De mémoire, le trou, ça doit être du 5 mm. C'est ça, ça doit être du 4 ou du 5, un truc comme ça, ou du 4,5. Et ça fait le taf. Alors, je viens de contrôler les tolérances de jeu cylindre-piston. Alors, je le fais à la ZUB parce que j'ai pas de comparateur. Faudrait vraiment que j'en achète un. Mais là, je l'ai fait à la ZUB au pied à coulisses. Et ben, ça me sort 0,20. Et de mémoire, 0,20, c'est à peu près ce que j'avais quand je l'ai monté. Je devais avoir, je vais dire, entre 0,15 et 0,20, mais je crois qu'on était plus proche de 0,20, on devait être à 0,17, 0,18, avec ce pied à coulisses là. Donc, franchement, en fait, le piston, il n'a pas bougé. Alors pourquoi le machin, il a perdu de la puissance et qu'il s'est tout calaminé comme ça? Eh ben, c'est très simple. Pourquoi? Parce que là, en prenant mes mesures et tout, je l'ai vu, hors cam, le segment, eh ben, il y en a un qui est collé. Voilà, il s'est collé avec toute la calamine, les machins, la merde. Et donc, en fait, il y a un segment, le segment du bas. Alors, étonnamment, le segment du haut, je pense que lui, il est resté libre. Parce que, bah, avec la pression, le truc, il s'écarte. Par contre, le segment du bas, lui, il est complètement collé. Et du coup, il fait absolument plus son étanchéité. Voilà. Et à mon avis, en vrai, je suis sur ce piston-là. Tu changes juste. J'enlève les segments. J'y remets un petit coup de papier de verre dedans. Pour les relibérer. Et je remets une paire de segments neufs pour être sûr. Le truc, il repart. Alors oui, je sais, 0,20 de jeu cylindre piston, ça peut paraître énorme. Je sais. Sur les groupes, on voit souvent marqué 5 centièmes, 5 centièmes, 5 centièmes. Vous mettez un jeu cylindre piston de 5 centièmes dans un cylindre air comme ça qui roule tous les jours, avec des petites ailettes comme ça à la con, dans lequel on va taper dedans, à froid, à fond dedans, je peux vous garantir que le truc, il va pas durer 15 jours. Donc voilà, moi à l'époque ça m'avait paru beaucoup et en fait en discutant un peu avec les autres qui avaient déjà fait des relevés sur ces moteurs là, ils m'ont dit non non là-dessus c'est normal, le piston chauffe tellement en fait, ça, c'est des moteurs tu peux les monter moi je relâche la poignée à 150 degrés mais en vérité il y en a qui arrivent à les monter plus haut. Un collègue m'a dit qu'au niveau de la sonde de température il avait monté à 180, le truc il avait pas serré. Donc voilà, le piston lui prend vraiment très très cher dans la gueule. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de jeux cylindre piston là-dessus. C'est pas fait pour la performance, c'est fait pour durer. Donc forcément, il rajoute du jeu comme ça, t'es sûr que ça tient. Et en fait, bah du coup, ça tient. Bon, par contre, là, j'ai un segment qui est collé avec le temps, la crasse et tout. Mais comme quoi, dans le temps, ça a tenu. Hein. Le machin, il a 20 000 bornes et à part le segment qui a commencé à figer, franchement, je vais le dégripper hors cam, quoi. Mais je vais le dégripper hors cam au cas où, des fois que ça puisse repartir sur un autre moteur. Mais franchement, je vais essayer de le comparer avec un autre piston que j'ai dans mes stocks et je reprends la vidéo. Voilà, donc ça c'est un piston que j'ai dans mes stocks, qui a très très peu de kilomètres, c'est un piston Ersal Fox, c'est celui que j'ai mis dans la vidéo où j'ai usiné la culasse, la grosse culasse là.
où je suis allé faire un tir au banc, j'avais 8 chevals et demi, un truc comme ça sur le Doppler. Allez checker la vidéo sur le Doppler 50cc de 103. Donc j'ai rehaussé les diagrammes comme un porc, j'ai foutu une grosse culasse, j'ai foutu un rapport volumétrique à 16,1. Je suis arrivé sur le banc, j'ai ouvert les gaz en grand avec un carbu de 21, ça a sorti 8 chevals et demi, ce qui en soi, franchement, je m'attendais à mieux. Mais bon. Et le piston qui était dedans, c'était pas un piston Doppler parce que ça coûte beaucoup trop cher. Juste pour faire des tests au banc, ça m'emmerdait. Et puis je préfère les bisegments parce que c'est quand même un peu plus hermétique. Et donc ça, c'est un piston de Hersal Fox que j'ai mis dedans. Hein, on peut les comparer, c'est exactement les mêmes à l'identique. Celui-là, il a été monté, il a fait juste le réglage et 3 tirs au banc, c'est tout. Donc le piston, il a rien, il est quasi neuf. Il a quelques micro rayures dessus parce que bah j'y suis allé à la bourrin dedans. Je l'ai un peu bourriné. Mais grosso merdo, il est censé avoir les mêmes codes que l'autre. De toute façon, il n'y a pas 50 codes sur ces pistons-là. Donc on va comparer tout de suite. Hein. Je vais même pas le faire hors cam, je vais le faire en direct. Et on va voir un peu les différences cylindre-piston. Voir un peu comment ça vieillit avec le temps. 1 centième. Il y a 1 centième d'écart entre le piston. Même pas. Même pas. Allez, en zizouillant, on va dire il y a 1 centième. En fait, le piston, il n'a pas bougé. En fait, le piston, il n'a pas bougé, c'est un truc de malade. Le truc, il a 20 000 bornes, il a pas bougé, quoi. En même temps, tu me diras, il y a tellement de jeux cylindre-piston. Alors, je vais essayer de le prendre un peu aux quatre coins hein, pour voir un peu la différence. Non, même pas. 2 centièmes. C'est ça. En fait, le piston, il a pas bougé. C'est ça le truc. C'est hallucinant. Le truc, il y a tellement de jeux entre le cylindre et le piston que le piston, il s'est même pas bouffé. En fait, il roule sur un film d'huile, quoi, et bon, bah, ça le noircit, ça le pourrit, hein, ça a calaminé les segments et tout. Mais le truc, il a même pas bougé. Le truc, il a 20 000 bornes, il a même pas bougé. C'est indestructible. Franchement, je crois que je vais même pas changer le piston, ce truc-là. Si j'ai à le remonter, je crois que je vais juste le nettoyer avec du Spontex. Hein, ça, je l'avais déjà dit plusieurs fois dans les vidéos. On prend le côté vert d'une éponge, du Spontex, du savon de Marseille, et on gratte dans le sens des rainures, et ça s'enlève tout seul. Toute la merde, elle s'enlève toute seule. Et c'est juste du temps à perdre. Ça, une paire de segments, le machin repart. C'est hallucinant. Franchement, c'est indestructible ces machins-là. Indestructible. Bon, après, c'est sûr, toutes les petites rainures qu'il y a autour, bon, elles sont un peu légèrement effacées. Mais franchement, ça fait le taf. Bon, allez, c'est parti. Moi, j'enquille le mal aussi sur le bas moteur et je vois un peu ce qu'il en est. Bon, alors petit parallèle qui n'a rien à voir, moi je vais pas démonter le vide-brequin pour le recentrer ni quoi que ce soit, mais par acquis de conscience, j'ai quand même voulu le contrôler vite fait, donc là j'ai posé le comparateur directement sur l'étau avec son aimant. Et comme on peut le voir, eh ben, pour un vide-brequin qui est d'origine, qui a une vingtaine d'années, le machin il a quoi? Il a 5 centièmes dans la gueule, il est encore dans les tolérances. Alors je vais pas m'amuser à contrôler côté vario, hein, je vais même pas démonter. Mais si de ce côté-là il a que 5 centièmes, c'est que de l'autre côté il a pas dû prendre beaucoup plus. Donc comme quoi, les vélos d'origine d'époque, hein, c'est incroyable. Et le machin il a jamais été contrôlé, il a jamais été recentré, il a été démonté, replugué comme ça dans les carters, et voilà, ça a pas bougé. Hein. Il a pris du kit 70, du Hersal Fox à Tarbas, là il va reprendre un kit 70. Il avait déjà, ces carters moteurs là avaient déjà pris encore un autre kit 70 mal aussi fonte. Donc ça envoie, hein. On peut quand même y en envoyer dans ces putains de vélos d'origine. Bon, alors ce coup-là, on passe de l'autre côté. Je vais vous faire voir une petite astuce. Là, comme on peut le voir, donc là, le cylindre, il est monté sans joint, sans segment, sans rien. Et comme on peut le voir, les latéraux sont pas tout à fait à ras le point mort bas. Donc, je vais vous faire voir une petite technique, comment je fais maintenant pour les aligner rapidement et en déduire ce qu'il faut que je mette comme cale. Alors, pour en déduire très rapidement ce que j'ai besoin de mettre comme cale, c'est très simple. Je prends un jeu de cale, comme ça. Donc là, je vais prendre directement, je pense, la plus épaisse, c'est-à-dire la cale de 1 mm. Ce grosso modo, c'est ça qui manque. Et je viens tout de suite la foutre tout simplement ici. Et je laisse mon cylindre retomber dessus. Et ensuite, je regarde avec une lampe les latéraux, voir où est-ce qu'il tombe. S'il en manque, j'en rajoute. Et s'il en faut moins, bah forcément, je prends des cales un peu plus petites. Et après, je vais faire ma mesure de diagramme. Donc là, je vais pas laisser la cale ici, je vais aller faire des joints provisoires dans du Bristol à la découpe laser. Je vais mettre la bonne épaisseur en dessous. Ensuite, je vais pouvoir serrer tout mon merdier et puis prendre mes mesures de diagramme et voir si c'est cohérent ou si j'ai besoin d'une retouche. J'espère qu'il n'y aura pas trop besoin de retouche parce que j'ai pas envie d'aller taper au Dremel dans le machin.
Bon, alors là j'ai remonté tout ce qui allait bien dans les taux pour voir un peu comment ça allait se comporter. Donc j'ai des notes d'un Malocifonte que j'ai monté à l'époque. Donc à l'époque, je suppose que j'avais pris les mesures sans joint, sans rien. À l'échappement, j'étais à 165, à l'admission 115, cylindrée exacte 63 cc,443. Voilà. Si quelqu'un connaît mieux ce cylindre que moi, qui me dise ce qu'il en pense. En tout cas, moi, c'est les relevés que j'avais fait à l'époque sur ce cylindre. Je pense que j'avais pas mis de joint d'embase. Donc là, j'ai mis un 8 mm de cale d'embase fait à la ZUB dans du papier à la con, à la découpe laser. Donc là, j'ai grosso merdo 1 mm de cale d'embase. Donc je vais mesurer un peu devant vous, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai déjà mis à 0. Là, hop, 121,9, ouais, 122. Donc là, j'ai 122 à l'admission. Et à l'échappe. Alors... 167 à l'échappement. Donc, pour moi, ça va rester comme ça. Parce que j'ai pas envie d'aller gratter de la poussière de merde, de fonte, qui va me niquer mes fraises et d'en foutre partout dans l'atelier. Donc pour moi, clairement, l'échappement, faudrait le remonter jusqu'à 175. 175, franchement, ce serait pas mal. Après, ce truc-là va tourner avec un carbu de 15 SH aventurisé. Donc, pour ce que c'est faire pour de la ville et de la campagne, je pense que ça ira bien. Bon, maintenant, on passe à l'usinage de la culasse. Bon, alors la culasse qui était dessus, c'est celle-là, hein. Forcément elle est un petit peu sale, elle a quelques kilomètres. Elle était stock, hein. Franchement j'y ai pas touché. Je vais la nettoyer, donc là elle a déjà son adaptation pour la prendre dans le tour. Donc pour ceux qui veulent savoir comment je fais pour usiner des culasses avec un plot de bougie incliné comme ça, allez checker directement sur la chaîne. Il y a une vidéo où je sais plus comment elle s'appelle, mais genre tout de A à Z sur comment je refais, ou réfection de culasse, tout savoir de A à Z comment je procède. Donc allez checker sur la chaîne. Il y a une vidéo d'1 heure où je fais voir comment je retape les culasses du début à la fin, ou même les décompresseurs, etc. etc. Donc allez la voir, mais voilà. Donc là c'est pris tel que je l'ai fait voir dans la vidéo, hein. J'ai pas inventé une nouvelle technique entre temps. Donc moi je vais nettoyer ça, et après on va passer à l'usinage. Donc d'après ce que moi j'ai envie de mettre, donc là j'ai dit que les diagrammes c'était, je me retourne parce que le tableau pour moi il est derrière, 122, 167, pour moi un rapport volumétrique à 11,1 ce serait pas mal. Le truc c'est que moi les usinages je les fais à la louche et au pifomètre. Donc je sais pas encore réellement ce que ça va donner. Alors soit finalement j'aurais du Dremel pour rehausser l'échappe si ça comprime trop, soit je le décomprimerai en rajoutant du joint de culasse tout simplement. Donc je vais faire une culasse pifométrique, hein. De toute façon pour moi le pifomètre c'est une unité de mesure incontournable pour ce genre de choses. Donc bon, je nettoie ça, on passe à l'usinage et puis on verra ce que ça donne par la suite. Moi je peux pas le deviner au moment où je vous parle. Bon, alors pour la mesure de la bande de squish, je l'avais déjà dit. Je prends mon piston, je le pose sur mon tour parce que je sais que lui, forcément, il est de niveau. Je prends tout simplement un niveau comme ça, hein, trouvable sur AliExpress qui coûte que dalle. Hop. Et je viens prendre ma bande de squish directement comme ça. Et donc là, j'ai en gros... donc on regarde avec la lumière qui passe en dessous en fonction de si on veut faire un squish ouvert, un peu pincé. Et donc là, on est à peu près autour de... allez, 15 degrés, 14 degrés. Allez, 14 degrés, on est pas mal. Voilà, ça permet de voir directement à vue d'œil un peu comment on va pincer son truc. Voilà, franchement, je pense que 14 degrés, on est pas mal. Allez, on passe à l'usinage. Bon, alors, avant d'usiner, je voudrais pousser un petit coup de gueule. C'est au niveau des joints de culasse en règle générale. Donc là, j'ai un joint boost que j'avais déjà monté. Bon, clairement, il est pas ouf. Déjà, il est pas tout à fait bien centré. Et il fait le taf, mais il est pas ouf. Il a fallu que je joue de la lime et tout pour pouvoir le faire passer. Enfin bref, ils sont pas ouf. Donc ça, c'en est un d'occasion. Là, j'en ai un neuf encore en rab au cas où. Ça, c'est le joint mal aussi. Alors là, le joint mal aussi, c'est une catastrophe.
Clairement, j'en ai vu plusieurs de ces joints-là qui sont fournis avec les cylindres ou même que j'ai acheté directement à la concession à côté de chez moi là. Et ils ont tous le même défaut au même endroit là, en bas à droite ou en bas à gauche si vous regardez le joint dans l'autre sens. Ça, c'est des joints qui sont faits, qui sont emboutis. Donc c'est une feuille d'alu hein, qui est emboutie à la presse. Et ils ont tous le même défaut au même endroit. Et quand on voit la gueule du joint, à mon avis, la pièce en acier qui sert à emboutir les joints, en fait, elle est usée, mais elle est en fond de cale, quoi. La machine en a tellement vu qu'elle découpe plus rien. Et du coup, elle fait toujours les mêmes accros au même endroit sur les joints. Donc là, le joint, il est complètement hors cote, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est abusé. À mon avis, ça doit coûter trop cher de refaire la pièce qui permet d'emboutir directement les feuilles d'alu comme ça. Franchement, moi, au niveau des joints d'en base, maintenant, je suis autonome. Par contre, au niveau des joints de culasse, je ne le suis encore pas. Mais j'ai une presse. Je me demande si ça vaudrait pas le coup que je contacte quelqu'un qui a eu une CNC et qui me fasse directement une emboutisseuse pour pouvoir faire mes joints à l'unité, donc en plusieurs diamètres 103 et 51, de façon à avoir des joints corrects et de l'épaisseur que je veux. Par exemple, si je veux un joint de culasse d'1 millimètre d'épaisseur, j'emmanche une feuille dedans, tac, je le presse, j'ai mon joint tout de suite. Parce que là, quand on voit les joints de culasse qu'on nous vend, enfin, c'est vraiment de la merde. Après, je sais qu'il y en a qui en refont, hein, comme Solex Gump ou autre, mais bon, c'est quand même pas donné. Alors, quand on en achète un ou deux, ça va. Quand on fait des moteurs à l'année comme moi, c'est quand même un peu problématique. Je me demande si ça vaudrait pas le coup que je fasse faire une pièce taillée dans l'acier à traiter, la faire traiter par une autre et directement avoir un truc qui me permettrait d'emboutir mes joints à la presse. Parce que ça c'est pas un joint, ça. Ça, moi, j'appelle ça du foutage de gueule. Clairement, c'est du foutage de gueule. Alors, à quel point c'est du foutage de gueule? C'est que là, j'ai des joints en 70cc d'époque. Un mec qui m'a chopé ça sur une vente de pièces de mob, un truc comme ça, donc avec le petit cerclage en acier. Et lui, il a des tolérances extrêmement correctes. Et franchement, il est super propre. On arrive, on le pose, il est centré. C'est vraiment... Et ce joint-là, il est nickel. Et pourtant, c'est fait pareil avec une presse à emboutir et tout. Et franchement, celui-là, il est nickel. Alors, l'inconvénient de ce joint-là, c'est que c'est un joint en moitié papier, moitié acier. Et ce qui m'emmerde en fait, c'est que les cylindres de fonte ça chauffe à mort. Et j'aurais préféré vraiment avoir un joint alu, cuivre ou ce qu'on veut quoi. Et potentiellement de l'épaisseur qui m'intéresse pour pouvoir ajuster mon rapport volumétrique. Parce que moi il est hors de question que j'aille à la concession pour acheter ces joints là qui sont les joints mal aussi là, qui sont complètement tout dégueulasses et complètement hors cote. Où il y a carrément le noyau qui est décalé vers le haut. Enfin bref, moi j'appelle même pas ça des joints, j'appelle ça du foutage de gueule. Donc je me demande si ça vaudrait pas le coup que je fasse faire une sertisseuse taillée dans l'acier et puis directement traitée à haute température pour que voilà ça dure dans le temps. Donc je sais pas quel joint je vais mettre malheureusement parce que bah du coup les boosts ils sont pas top, les mâles aussi c'est une catastrophe et ça va faire chauffer mon cylindre comme pas possible. Donc je sais pas encore à l'heure où je vous parle ce que je vais mettre comme joint. Je vais tailler ma culasse, je vais voir pour ajuster mon rapport volumétrique. Je pense malheureusement que je vais pas pouvoir mettre celui-là parce qu'il est beaucoup trop épais. Ça c'est un joint de 1 mm. Une fois tassé, il fait 0,7. Donc ça risque d'être, ça risque de m'emmerder un peu. Donc je sais pas encore comment je vais retailler ma culasse. Faudrait que je fasse un plot rentrant et tout. Il y a beaucoup de matière comme ça en surface, mais une fois qu'on arrive à ras la culasse, je sais très bien qu'il n'y a plus de matière. Dans la vidéo sur la merguez qui a sorti 10 chevaux au banc d'essai, on voit que la culasse elle arrive en fin de course tellement j'ai enlevé de la matière. J'ai fait aussi une autre culasse pour un origine 3 transfert où on voit clairement que c'est le même problème. Donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre au niveau des joints parce que ça franchement, être autonome au niveau des joints d'en base, je suis content. Mes joints d'en base sont pas les meilleurs du monde, hein, c'est clair, mais au moins ils font le taf. Par contre les joints de culasse, ça, le fait de pas être autonome sur les joints de culasse, ça m'emmerde, c'est un truc de malade. Bon allez, j'ai fini de rager, hein, c'était mon petit côté bien français, bien râleur. Et on va passer à l'usinage de la culasse, en espérant qu'il reste encore suffisamment de matière après l'usinage. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from?
baklava. Like me. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Lottie? Sounds like, here, boy. Come on, Lottie. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your life. Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yo, yo. Hey, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait a minute. Baklava. Let me take your bell. What is that? They like me. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Bon, voilà, l'usinage il est fait, on voit à peu près ce que ça donne. Donc, comme on peut le voir là, ici, là, j'ai fait un petit dégagement, j'ai enlevé un peu de matière. Alors tout simplement pourquoi? Parce que quand il y a le cylindre qui est posé dessus comme ça, quand on rabote la culasse un peu de trop, après il n'y a plus d'air qui circule entre le cylindre et la culasse. Donc là j'en enlève un peu. Et ça permet aussi au passage, comme là par exemple j'en ai eu besoin, c'est de pouvoir la reprendre autour. Parce qu'en fait là, si vous regardez bien, ici il n'y a plus rien pour poser un comparateur. D'origine il y a une collerette, là maintenant il n'y est plus. Et on ne peut pas poser le comparateur sur une bande comme ça, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un point d'accroche quelque part pour pouvoir recentrer sa culasse. Sinon une fois qu'elle est enlevée du tour, on ne pourra plus jamais la remettre dans un tour. Donc si on s'est planté à l'usinage, bah, pour la reprendre, en fait c'est de la baisse. La culasse on la prend, on la jette et on en reprend une autre. Donc voilà, donc ça permet de sauver les meubles en cas de pépin, ce qui là moi m'a été utile. Ce qu'il a fallu que je la reprenne après. Donc voilà, hein, donc une bande de squish. J'ai retapé un petit peu dedans avec un petit triangle à 30 degrés. Donc bon, c'est pas terrible. De toute façon, ces culasses-là, hein, faut pas se mentir, je le dis à chaque fois, hein, c'est pas top. Mais bon, ça reste de la culasse à 20 balles. Peut-être un peu plus, 25 € maintenant. Donc bon, on va pas se plaindre. Moi, je monte ça, je vous fais pas voir le calcul du rapport volumétrique, je vais vous le donner tel quel. Parce que foutre une seringue dans un puits de bougie, je veux dire, ça, vous savez le faire, hein, si vous êtes là, c'est que vous savez le faire. Donc moi je passe au rapport volumétrique, je vois ce qu'il en est et je vois comment je vais ajuster un petit peu le bordel. Allez, à tout de suite. Bon, alors, moi j'ai avancé de mon côté, j'ai redémonté tout le moteur, j'ai la remonté complètement avec ses joints définitifs. Donc au niveau du joint de culasse, je suis parti sur le joint fibre parce que c'est celui qui était le plus cohérent. Là en rapport volumétrique, je suis à 10,7 pour un diagramme d'échappe à 167 degrés, on va arrondir à 170. Donc pour moi c'est pas mal, une fois retassé, le rapport volumétrique il va monter à quoi? 11, 11,2, un truc comme ça. Donc pour moi, franchement, pour une utilisation routière de tous les jours, ça ira très bien. Le squish, je ne l'ai pas mesuré parce que je sais très bien qu'il est parti sur la Lune. Il est à au moins 1,5 mm. Donc là c'est sûr, c'est safe, c'est pas un problème. Il est à 1,5 mm, 2 mm. Donc là c'est sûr, c'est safe. Puis de toute façon, je peux pas le contrôler. Il faudrait que je le contrôle avec le joint une fois tassé. Là le moteur, je l'ai pas mis en route. Donc ça va rester comme ça. J'ai cassé toutes les arêtes saillantes au niveau des débouchés de transfert à l'intérieur avec du
papier 600, parce que clairement c'était des lames de rasoir le machin. Donc je suis allé casser un peu toutes les arêtes à la main. J'ai pas sorti le renvoi d'encre parce que le papier 600 c'est beaucoup plus rapide. Et au niveau du jeu à la coupe, j'ai foutu un bon 0,30 dans la gueule. Voilà, là, avec 0,30 dans la tronche, c'est sûr et certain, le segment il peut chauffer autant qu'il veut. Les ergots ils pourront jamais se mettre touche-touche l'un et l'autre, c'est impossible. Donc voilà, moi je remonte ça dans le châssis. C'est exactement la même opération que ce que j'ai fait déjà au début. Je l'ai démonté, bah là c'est la même en sens inverse. Hein. Donc moi je refous ça dans le châssis et je vois ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, alors moi je suis allé faire un test, j'ai pas de GoPro pour filmer, mais de toute façon j'en ai pas besoin, je pense que vous pourrez me croire sur parole. Je vais être complètement honnête, ça marche pas mieux qu'avec un 50cc Airsoft Fox, donc je vous cache pas que je suis un peu déçu. J'ai un petit peu plus de couple, mais à la limite ça prend un peu moins de tours, j'ai l'impression. Donc au final ça marche grosso merdo pareil. J'ai changé la courroie et tout, donc ça m'aide un peu au démarrage évidemment, hein, vu que le piston est un peu plus gros. Mais clairement, c'est la même. Franchement, si vous voulez vous monter des configs pas chers, fiables, tout ce que vous voulez, que vous n'avez pas envie de vous emmerder à limer, à jouer du Dremel et tout, franchement, vous prenez l'écarter Polini petit modèle, le cylindre Airsoft Fox, une culasse Transval, il y a juste le puits du décompresseur à percer si vous en voulez un, sinon vous ne le percez pas. Vous l'enquillez comme ça, rapport volumétrique à entre 9 et 10,1, et le machin il braise. Et vous prenez pas la tête, ça marche franchement. Ça marche comme le mal aussi et à beaucoup moins cher au niveau du cylindre piston. Alors je suis allé voir le petit concessionnaire du coin pour discuter un peu de ça avec lui. Il m'a dit gaper les segments à 0,15 tels qu'ils étaient, c'est ce que lui il monte. Le truc c'est que moi j'y fais confiance, hein, mais lui il fait beaucoup de scooters. Sur une mobilette, moi sur un cylindre alu je mets déjà 0,20 sur un 70cc. Donc là, sur un fond, mettre 0,30, pour moi, c'est pas là que ça fuit. C'est sûr, c'est pas là qu'il y a une grosse déperdition. Surtout que ça sécurise grave le moteur. Moi, c'est un truc avec lequel je vais rouler tous les jours. Donc c'est intérêt d'être sécure. La performance, je m'en cogne en fait. Hein, c'est pas fait pour être performant. Bon, le carbu de 15, forcément, il bride un peu, mais avec les carters Polini petit modèle, ça aide quand même au niveau des clapets. Donc, grosso merdo, c'est l'équivalent d'un 17,5 que j'ai. Donc c'est pas déconnant de ce côté-là. Le petit concessionnaire du coin, il a regardé dans les caractéristiques techniques du machin, il préconise de le comprimer en montage de stock, hein, je parle bien en montage de stock. Hein. Il préconise de le comprimer à 11,7, c'est-à-dire presque 12. On va arrondir à 12 avec une fois les joints tassés. Pour moi, un cylindre fonte sur 103, comme ça, avec des segments gapés à 0,15 et un rapport volumétrique à 12 avec des diagrammes aussi bas, sans cale, sans rien, pour moi, c'est pas possible. Arrivé en plein été, tu montes ton moteur, tu fais deux lignes droites, le machin il coince. C'est obligé, il coince. Je vois pas comment c'est possible autrement. Et la plupart des gens qui ont ces cylindres-là, généralement, ils les coincent dans la semaine. Donc, peut-être que c'est lui qui a raison et c'est moi qui a tort. Mais là, franchement, ça me paraît... voilà. Ah, peut-être après aussi que je trouve ça moyennasse parce que je me suis habitué petit à petit à avoir des moteurs toujours plus puissants et que là, me retrouver sur un petit moteur, ça me paraît bizarre. Mais clairement, à config identique, je préfère le Airsoft Fox, clairement. Ça vibre pas plus, c'est tout. Hein, franchement, le moteur tourne rond, tout, c'est pas un problème. Hein, et ça démarre au quart, tout, c'est pas un souci. Mais clairement, le Airsoft Fox, en fait, vous faites une économie de 70-80 euros. Et le truc, il marchera mieux. En plus, il est déjà appairé au carter. Alors peut-être que j'ai une perte aussi de puissance du fait que le cylindre, je ne l'ai pas appairé au carter. Et ça, je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va très certainement retourner en Airsoft Fox. Au moindre souci, au moindre coinçage du cylindre piston en été, il va repartir sur un Airsoft Fox. Ça, c'est sûr, parce que c'est indestructible. Donc voilà, franchement, quand je vois le temps que j'y ai passé, le temps de la vidéo, l'usinage, moi j'ai abrégé, mais en vérité, moi c'est quasiment une après-midi que ça m'a pris, hein, le temps de tout mettre le mandrin 4 morts, adapter la culasse dans le tour, refaire les cônes pour reprendre la culasse, parce qu'il n'y a pas de culasse pareil, il faut refaire des cônes à chaque fois, etc. etc. Au final, j'y ai perdu gros de temps, et
et gros de temps, et puis ben 150 balles, parce qu'au final le cylindre Fox que j'avais juste à refoutre un segment, nettoyer un peu le piston, et puis c'était reparti quoi. Donc voilà, franchement à config identique, moi je vous conseille le Fox, là clairement c'est pas ouf. Alors moi de mon côté, je vais faire des tests hors cam, où je vais jouer un peu sur le rapport volumétrique. Je suis allé chercher une grosse poignée de joints de culasse, euh, directement mal aussi. Alors comme je le disais précédemment dans la vidéo, les joints de culasse, c'est bien ce qui me semblait, hein. Ils ont tous le même défaut au même endroit. Donc c'est clairement la presse à sertir de chez Malossi qui est complètement flinguée. Enfin, en tout cas, l'appareil à sertir qui est flingué et ils en ont rien à foutre. Ils continuent à tourner comme ça parce que ça doit coûter trop cher de le changer. Donc là au moins le problème il est élucidé, hein. Ils ont tous les mêmes accros au même endroit, hein. Je ne l'invente pas. Là j'en ai un, 2, 3, 4, les 5. Les 5 ils sont foutus pareil. Donc c'est clairement un défaut côté industrie et pas juste un défaut sur une pièce. Ils sont tous comme ça, ils sont tous décentrés, ils ont tous les mêmes problèmes. Donc voilà, bah moi je peux pas vous en dire plus, hein. Donc au bas mot, avant le moteur il sortait 6 chevaux, là il doit sortir 6 chevaux avec un petit peu plus de couple. Ça accroche à 6000 tours, le moteur commence déjà à tracter. La plage de coupe vraiment optimum, je pense qu'elle doit être autour de 8000. Donc remonter un peu l'échappe et retasser un peu le taux, comme je l'ai dit précédemment, je pense que clairement il faudrait y remettre un bon 170-175 à l'échappe. 175 à l'échappe avec un rapport volumétrique à 12, je pense que ça pourrait être que bénéfique. Mais là, franchement, avec des diagrammes aussi bas en montage de stock, mettre 11,7, 11,8 de rapport volumétrique, si vous n'avez pas une culasse comme ça pour le refroidir, le merdier, c'est mort. C'est sûr et certain, il va coincer. C'est obligé. Et avec joint de culasse fait sur mesure par Solex Gump ou quoi, pour vraiment avoir un échange thermique optimum, quoi. Parce que sinon c'est même pas la peine. Donc bah voilà, je suis désolé, hein, ça se finit un peu sur une déception, hein, pour vous comme pour moi, hein. Mais au moins je suis honnête, voilà, quand il y a des trucs qui marchent, ils marchent, et puis bah quand ils marchent pas, hein, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas inventer des trucs qui marchent là où ça marche pas. Bon, au moins, si vous aviez des idées de config et que vous saviez pas trop quoi acheter entre le Malossi Font ou un Arsal Fox ou quoi comme Carter ou quoi aux caisses, bah maintenant vous savez quoi acheter directement. Prenez-vous pas la tête, ça sert à rien d'acheter un tour, une fraiseuse et tout le bordel. Franchement, prenez-vous pas la tête. Un simple Dremel, vous prenez votre Arsal Fox pour y tirer des chevaux, vous y calez des diagrammes d'enculé et ça marchera bien mieux qu'un Malossi Fonte comme ça monter stock. Ça, moi je peux vous le garantir. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir un tour pour résiner une culasse et tout le bordel. Vous aurez juste un marbre pour resurfacer la culasse et plug and play et basta quoi. Donc voilà. Eh ben, la vidéo va s'arrêter là et la prochaine, je pense qu'on va retourner sur les origines 3 transferts. Donc j'avais déjà spoilé une petite vidéo, le moteur que j'avais préparé est déjà passé au banc, il est pas ouf, le cylindre il est carrément cramé en fait. Donc, euh, donc j'en ai racheté un neuf et on va repartir sur du neuf et on va faire une prépa origine 3 transferts sur du neuf. On va le passer au banc quand le gars chez qui je vais passer au banc aura remis son banc en route tout simplement. Et puis voilà, allez, je vous emmerde pas plus longtemps, la vidéo est bien assez longue comme ça. Allez, salut!